Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple déjeuner dominical, avec son rôti de bœuf et ses verres de cristal étincelants, puisse être le théâtre de mon exécution publique. Mon père, Emeric, un homme qui a toujours considéré l'affection comme une monnaie d'échange, m'a regardé droit dans les yeux, sans sourciller, et a prononcé cette phrase qui allait redessiner le reste de ma vie. Ophélie, soit tu signes les papiers pour donner ton appartement à ta sœur Capucine, soit je te retire définitivement du trust familial. C'est non négociable. Il n'y avait pas de tremblement dans sa voix. Juste une certitude glaciale. Il pensait que la peur de la pauvreté me ferait plier, comme toujours. Il pensait que j'étais encore la petite fille effrayée qui cherchait désespérément son approbation. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur, non. C'était mes chaînes. J'ai bu une gorgée de vin, j'ai posé mon verre, et j'ai dit un seul mot, d'accord. Cette nuit-là, j'ai tout quitté. Et le lendemain matin, quand l'empire de mon père a commencé à s'effondrer à cause d'une clause juridique qu'il avait oubliée, j'ai compris que le silence est parfois l'arme la plus bruyante qui soit. Avant de vous raconter comment un seul mot a fait imploser 30 ans de secrets familiaux toxiques, prenez une seconde pour vous installer confortablement. J'aimerais vraiment savoir d'où vous écoutez cette histoire aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos réponses, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Allez, on plonge dans l'histoire. Tout a commencé, comme souvent, par un trajet en voiture. Il y a environ 1h30 de route entre mon appartement à Lyon et la villa de mes parents, située sur les hauteurs d'Annecy. C'est un trajet magnifique, traversant des paysages alpins qui, en théorie, devraient apaiser l'âme. Mais pour moi, chaque kilomètre parcouru vers cette maison était comme une main invisible qui serrait un peu plus fort ma gorge. Je m'appelle Ophélie. J'ai 33 ans, je suis architecte paysagiste, et j'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre les règles d'un jeu dont les dés étaient pipés depuis ma naissance. Ce dimanche matin-là, la pluie battait contre le pare-brise de ma voiture. C'était une pluie fine, insidieuse, qui transformait l'autoroute A43 en un ruban gris et mélancolique. J'avais coupé la radio. J'avais besoin de silence pour me préparer mentalement. C'est un rituel que connaissent bien ceux qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle, le blindage. On ne va pas simplement voir ses parents, on part au combat. On répète des phrases neutres dans sa tête. Oui, papa, tu as raison. Non, maman, tout va bien au travail. Quelle jolie robe, Capucine. Sur le siège passager, il y avait un sac en papier glacé d'une grande marque de luxe. À l'intérieur, un sac à main en cuir que j'avais acheté pour ma sœur, Capucine. Il m'avait coûté une petite fortune, l'équivalent d'une semaine de travail acharné sur mes chantiers. Ce n'était même pas son anniversaire. C'était une offrande. Une tentative pathétique d'acheter la paix, d'acheter un sourire, d'acheter une trêve. Je savais, au fond de moi, que c'était ridicule. Capucine n'avait pas besoin de ce sac. Elle en avait 10 autres qui prenaient la poussière dans son dressing. Mais j'avais cet espoir stupide, cet espoir d'enfant blessé, que si j'arrivais avec le bon cadeau, le cadeau parfait, peut-être qu'aujourd'hui, juste aujourd'hui, elle ne me lancerait pas ses piques venimeuses sur mon célibat ou mon choix de carrière trop manuel. Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. J'avais cette boule au ventre, familière et douloureuse. Une sensation physique de rejet anticipé. Pourquoi continuais-je à y aller? Pourquoi m'infliger cette torture mensuelle? Probablement parce que l'espoir est une habitude difficile à briser. Et parce qu'il y a ce mot, famille, qu'on nous apprend à vénérer comme une religion, peu importe à quel point le temple est pourri de l'intérieur. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. J'avais des cernes légers, malgré le maquillage soigné. Je venais de boucler un énorme projet de réaménagement urbain dans le quartier de la Confluence à Lyon. J'étais épuisée, mais fière. J'avais envie de raconter à mon père que mon cabinet avait remporté un prix régional. J'avais envie de voir une lueur de fierté dans les yeux de ma mère. Mais je savais déjà comment ça allait se passer. Ils allaient hocher la tête distraitement, et 2 secondes plus tard, la conversation tournerait autour de Capucine. Capucine qui avait presque décroché un contrat de mannequinat. Capucine qui avait tellement de potentiel. Capucine, le soleil autour duquel nous devions tous orbiter, brûlé par sa lumière artificielle. J'ai pris une grande inspiration en voyant le panneau Annecy. Le lac était gris acier sous les nuages, froid et impénétrable. Comme mon père.
J'ai sorti ma bouteille d'eau de mon sac et j'ai bu une longue gorgée. Je ne buvais jamais le thé de ma mère. Elle oubliait systématiquement que j'étais allergique à la bergamote, ou alors elle s'en fichait, prétendant que c'était psychologique. Apporter ma propre eau était ma petite rébellion silencieuse, ma façon de garder le contrôle sur ce qui entrait dans mon corps, puisque je ne pouvais pas contrôler ce qui entrait dans mon cœur. Je me suis garée devant la grille en fer forgé de la villa. La maison était imposante, une bâtisse du 19e siècle rénovée à grands frais, surplombant le lac. Elle était belle, objectivement. Mais pour moi, elle ressemblait à un mausolée. Un endroit où les émotions venaient mourir, étouffées sous les tapis persans et les conventions sociales. J'ai coupé le moteur. Le silence est retombé dans l'habitacle. J'ai fermé les yeux, murmurant mon mantra habituel, ne réagis pas. Ne te justifie pas. Reste calme. Ça ne dure que 3 heures. Tu peux tenir 3 heures. Je ne savais pas que ces 3 heures allaient durer une éternité. Je ne savais pas que je m'apprêtais à franchir cette grille pour la toute dernière fois de ma vie. J'ai attrapé le sac de luxe, j'ai forcé un sourire sur mon visage comme on enfile un masque de guerre, et je suis sortie sous la pluie. Le piège était tendu, et j'y marchais droit dedans, la tête haute. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je n'aie le temps de sonner. C'était Yvette, la gouvernante qui travaillait pour mes parents depuis 20 ans. Elle m'a lancé un regard qui était un mélange de pitié et d'avertissement. Yvette savait tout. Elle voyait tout. Elle était le témoin silencieux de la toxicité qui régnait entre ces murs. « Bonjour, mademoiselle Ophélie » a-t-elle chuchoté en prenant mon manteau trempé. « Monsieur est dans le salon. Il est d'humeur. » D'humeur. Dans le langage codé de notre maison, cela voulait dire que mon père, Emeric, cherchait une cible. Et j'étais sa cible préférée. Je suis entrée dans le grand salon. Le feu crépitait dans la cheminée en marbre, mais la pièce était glaciale. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main alors qu'il n'était que midi. Il ne s'est pas levé pour m'accueillir. Il a simplement tourné la tête, ses yeux bleus scannant ma tenue de haut en bas, cherchant la moindre faille. « Tu es en retard » a-t-il dit sèchement. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste une critique. Il est 12h02, papa. Il y avait des travaux sur l'autoroute, ai-je répondu, ma voix restant neutre, polie. Ma mère, brune, est apparue, sortant de la cuisine. Elle était toujours impeccable, coiffée, maquillée, portant des bijoux trop lourds pour un déjeuner en famille. Elle m'a fait une bise en l'air, prenant bien soin de ne pas toucher ma joue pour ne pas abîmer son fond de teint. « Oh, Ophélie, tu as l'air fatiguée » a-t-elle soupiré, comme si ma fatigue était une insulte personnelle à sa génétique. « Tu travailles trop avec cette terre et ces plantes. Regarde tes mains. » J'ai instinctivement caché mes mains derrière mon dos. Elles étaient propres, manucurées, mais oui, elles portaient les marques de mon travail. J'étais une créatrice, je touchais la matière. Pour eux, c'était une déchéance. Pour moi, c'était ma fierté. « Où est Capucine » ai-je demandé pour détourner l'attention. « Ta sœur arrive » a dit mon père, sa voix s'adoucissant instantanément à la simple mention de son nom. « Elle traverse une période difficile. Sois gentille avec elle aujourd'hui, Ophélie. Ne l'accable pas avec tes histoires de réussite ou tes projets. » Le message était clair, ma réussite était une offense à la médiocrité de ma sœur. Je devais me faire petite pour qu'elle puisse se sentir grande. À cet instant, la porte s'est ouverte à la volée. Capucine est entrée comme une tornade dramatique. À 28 ans, elle se comportait encore comme une adolescente capricieuse. Elle portait des lunettes de soleil immenses, bien qu'il pleuve dehors. Elle les a retirées avec un geste théâtral, révélant des yeux rouges et gonflés. « C'est un cauchemar » s'est-elle exclamée en se jetant sur le canapé, ignorant totalement ma présence. « Ce propriétaire est un monstre. Il veut que je quitte l'appartement d'ici la fin du mois parce que mon dossier de garantie n'est plus valide depuis que Julien m'a quitté. » Julien était son dernier petit ami riche en date, celui qui payait son loyer exorbitant dans le 16e arrondissement de Paris pendant qu'elle essayait de devenir influenceuse lifestyle sur Instagram. Apparemment, la rupture signifiait aussi la fin du financement. Maman s'est précipitée vers elle comme si elle était blessée de guerre. « Oh, ma chérie, mon pauvre petit ange. Calme-toi, on va trouver une solution. » J'ai tendu le sac cadeau vers elle, me sentant soudainement stupide. « Tiens, Capucine.
J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Elle a pris le sac, a regardé à l'intérieur, a sorti le sac à main de luxe. Ses yeux ont brillé une seconde, puis elle a fait la moue. C'est la collection de l'année dernière, non? Je crois avoir vu cette couleur en solde. Elle a laissé tomber le sac de 2000 € sur le sol, comme un déchet. Merci quand même. J'ai senti une brûlure dans ma poitrine. Pas de la colère, non, c'était trop familier pour être de la colère. C'était de l'humiliation. Pure et simple. À table, a tonné mon père, se levant brusquement. Nous avons des choses sérieuses à discuter. Il m'a regardé. Ce n'était pas un regard paternel. C'était le regard d'un prédateur qui venait de décider quel animal du troupeau serait sacrifié pour nourrir les autres. J'ai suivi le mouvement, mes jambes lourdes comme du plomb. Je savais que le problème de logement de Capucine et les choses sérieuses allaient converger vers moi. Je ne savais juste pas encore à quel point la collision serait violente. La salle à manger était aussi froide que le reste de la maison, malgré les chandeliers allumés. Nous avons mangé l'entrée en silence, un silence lourd, ponctué seulement par les reniflements calculés de Capucine. Elle ne mangeait pas, elle picorait, repoussant sa salade de homard avec une expression de martyr. Mon père a posé ses couverts avec un bruit sec. Le signal. Ophélie, a-t-il commencé, en essuyant le coin de sa bouche avec une serviette en lin. Nous devons parler de la situation de ta sœur. C'est une urgence familiale. J'ai posé ma fourchette. Je suis désolée pour ton appartement, Capucine, ai-je dit, essayant d'être sincère. Tu peux peut-être trouver quelque chose de plus petit? Ou une colocation le temps de te retourner? Capucine a poussé un petit cri étouffé, comme si je venais de lui proposer de vivre sous un pont. Une colocation? Tu veux que je vive avec des inconnus? J'ai une image à gérer, Ophélie. Mes abonnés s'attendent à un certain standing. Je ne peux pas faire mes stories dans un cagibi. Ta sœur a raison, a coupé ma mère. Elle est vulnérable en ce moment. Elle a besoin de stabilité, de beauté, d'un endroit qui l'inspire pour son article. Son article. Prendre des photos de son café latte et se filmer en train d'ouvrir des colis sponsorisés. Je me suis retenue de lever les yeux au ciel. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Ai-je demandé, sentant le piège se refermer. Je peux lui prêter un peu d'argent pour la caution d'un nouvel endroit, si c'est ça. Mon père a eu un petit rire sec, sans joie. De l'argent pour une caution? Non, Ophélie. Nous avons pensé à une solution beaucoup plus logique. Plus familiale. Il s'est penché en avant, croisant ses mains sur la nappe blanche. Tu vis seul à Lyon, dans ce loft immense à Confluence. 120 mètres carrés pour une seule personne, c'est ridicule, c'est du gaspillage. C'est égoïste, même, quand on y pense. Mon sang s'est glacé. Je savais où il voulait en venir, mais mon cerveau refusait d'y croire. C'est mon bureau aussi, papa. C'est là que je travaille. C'est ma maison. C'est un entrepôt glorifié, a craché Capucine. Mais il a une super lumière. La hauteur sous plafond est parfaite pour mes vidéos. Et le quartier est très tendance. Elle m'a regardé avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. J'adore ton loft, Ophélie. Il serait parfait pour ma guérison. Voici ce qui va se passer, a continué mon père, ignorant mes protestations muettes. Capucine va emménager dans ton loft. Pour une durée indéterminée, disons 3 ans, le temps qu'elle stabilise sa carrière. Tu vas lui signer un contrat de mise à disposition à titre gratuit. Nous, tes parents, prendrons en charge les charges courantes pour l'aider. J'ai cru avoir mal entendu. Et moi? Je vais où? Ma mère a souri, un sourire bienveillant qui me donnait la nausée. Mais ici, ma chérie. Ta chambre d'enfant est toujours là. Tu peux revenir vivre à la villa. On sera tous ensemble. Tu seras nourri, logé. Et puis, avec ton travail, tu es souvent dehors sur les chantiers, non? Tu n'as pas besoin d'un tel luxe. J'ai regardé autour de la table. Ils étaient sérieux. Ils avaient tout planifié. Ils voulaient m'expulser de chez moi, de l'endroit que j'avais acheté avec mon propre argent, que j'avais rénové de mes propres mains pendant 5 ans. J'avais poncé les parquets jusqu'à en saigner des doigts. J'avais dessiné chaque meuble. C'était mon sanctuaire.
Le seul endroit au monde où je n'étais pas la sœur décevante, mais Ophélie, la femme accomplie. Non, ai-je dit. Ma voix tremblait un peu, mais le mot était clair. Le visage de mon père a changé de couleur. Il est passé du rose au rouge brique. Pardon? J'ai dit non. C'est mon appartement. Je l'ai payé. Je paie mon crédit. C'est ma maison. Capucine ne peut pas simplement le prendre parce qu'elle en a envie. On ne te demande pas ton avis, on te dit ce qui est le mieux pour la famille, a hurlé mon père, frappant du poing sur la table. Les verres ont teinté. Ta sœur est en détresse. Et toi, avec ton égoïsme légendaire, tu préfères garder tes mètres carrés plutôt que de sauver ta propre chair? Je ne suis pas égoïste, ai-je crié, perdant mon calme pour la première fois. Je travaille. Je me suis construite toute seule. Capucine a 28 ans, elle peut travailler aussi. Capucine a éclaté en sanglots bruyants. Tu vois. Elle me déteste. Elle a toujours voulu me voir échouer. Elle est jalouse de moi. Mon père s'est levé, dominant la table de toute sa hauteur. Il a pointé un doigt accusateur vers moi. Tu es une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Très bien. Si tu veux jouer à ça, on va jouer avec tes règles. Les règles de l'argent. Il s'est dirigé vers le buffet en chêne massif et a sorti un dossier en cuir noir. Je le reconnaissais. C'était le dossier du fonds familial, la structure financière complexe mise en place par mon grand-père paternel pour assurer l'avenir de ses descendants. Il a jeté le dossier devant moi. Il s'est ouvert, révélant des colonnes de chiffres et des clauses juridiques. Tu sais ce que c'est, a dit mon père, sa voix redescendant à un murmure menaçant. C'est ton futur. C'est l'héritage. C'est la sécurité. Il s'est rassis et a souri. Un sourire cruel. Alors voici le marché, Ophélie. Un ultimatum. Pendant qu'il reprenait son souffle pour asséner le coup de grâce, le temps a semblé se suspendre. Je regardais ce dossier noir, et soudain, je n'étais plus dans la salle à manger. J'étais aspirée en arrière, dans le tourbillon de mes souvenirs. C'était comme visiter un musée des horreurs où chaque exposition était une preuve de mon statut de citoyenne de seconde zone dans cette famille. Je me suis revue à 6 ans. C'était Noël. J'avais reçu une poupée en porcelaine, magnifique, avec une robe de velours bleu. Je l'aimais plus que tout. 2 jours plus tard, Capucine, qui n'avait que 3 ans, l'avait vue. Elle l'avait voulu. Elle avait hurlé jusqu'à devenir violette. Donne-lui, Ophélie, avait dit ma mère. Tu es la grande sœur. Tu dois partager. Ne sois pas méchante. J'avais refusé. Mon père me l'avait arrachée des mains pour la donner à Capucine. 1 heure plus tard, je retrouvais la poupée dans le jardin, la tête fracassée contre une pierre. Capucine s'était lassée. Quand j'avais pleuré, on m'avait puni pour avoir laissé traîner mes jouets. C'est ta faute, tu n'es pas soigneuse. Flash forward. J'ai 18 ans. J'ai travaillé tout l'été comme serveuse pour économiser pour ma première voiture, une petite occasion pour aller à l'université. J'avais réuni 2000 €. Je suis rentrée un jour, et mon compte épargne, auquel mes parents avaient accès par procuration au cas où, était vide. On a dû compléter pour la voiture de Capucine, m'avait dit mon père sans même me regarder. Capucine venait d'avoir son permis, au 3e essai, et avait une Fiat 500 neuve. Mais c'était mon argent. J'ai travaillé pour ça. C'est l'argent de la famille, avait-il tranché. Et ta sœur a besoin d'une voiture sûre. Tu peux prendre le bus, c'est direct pour la fac. Ne sois pas matérialiste. Je me suis revue le jour de ma remise de diplôme d'architecte. J'étais major de ma promotion. C'était l'aboutissement de 5 années de nuit blanche. Mes parents étaient venus, oui. Mais au milieu de la cérémonie, juste avant qu'on appelle mon nom sur l'estrade, le téléphone de ma mère a sonné. Capucine s'était écorché le genou en tombant de scooter à Ibiza. Rien de grave, juste une égratignure. Mais elle pleurait au téléphone. Mes parents se sont levés. On doit y aller, ta sœur a eu un accident, m'a chuchoté ma mère. Mais je vais monter sur scène dans 2 minutes. Ophélie, grandis un peu. Ta sœur est blessée. Ils sont partis. J'ai reçu mon diplôme face à 2 chaises vides.
J'ai souri pour la photo officielle, mais à l'intérieur, quelque chose était mort ce jour-là. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne voulait pas juste une poupée ou mon argent de poche. Il voulait ma vie. Il voulait mon refuge. Ce loft n'était pas juste des murs. C'était la preuve tangible que je pouvais exister sans eux. C'était la preuve que j'avais réussi malgré eux. Capucine ne voulait pas l'appartement pour la lumière. Elle le voulait parce qu'il était à moi. Elle voulait me prendre la seule chose que je possédais et qu'elle n'avait pas, l'indépendance. C'était une conquête territoriale. Et mes parents? Ils étaient les généraux de son armée, prêts à raser ma ville pour lui construire un palais sur mes ruines. Je suis revenue au moment présent. La voix de mon père résonnait à nouveau, brisant mes souvenirs. La douleur du passé s'est transformée en quelque chose de nouveau. Une clarté froide et tranchante. J'ai regardé le dossier noir. J'ai regardé ma sœur qui séchait ses fausses larmes, attendant son nouveau jouet. J'ai regardé ma mère qui évitait mon regard. J'ai réalisé que je n'avais plus peur. On ne peut pas avoir peur de perdre quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Je n'avais jamais eu de famille. J'avais juste des geôliers. Et aujourd'hui, le directeur de la prison me tendait les clés sans le savoir. C'est le moment où mon sang a commencé à bouillir. Honnêtement, mettez-vous à ma place une seconde. Si votre propre famille vous demandait de donner votre maison, votre sanctuaire, à un frère ou une sœur qui vous a tourmenté toute votre vie, que feriez-vous? Est-ce que vous plieriez pour garder la paix, ou est-ce que vous brûleriez tout? Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place dans les commentaires. Je lis tout. Mon père a ouvert le dossier en cuir avec une lenteur calculée, comme un magicien s'apprêtant à révéler son tour le plus prestigieux. À l'intérieur, il y avait 2 documents. Le premier était un contrat rédigé à la hâte, probablement par l'avocat véreux qui l'utilisait pour ses affaires immobilières louches. Le second était une copie des statuts du trust familial, les passages concernant l'exclusion des bénéficiaires surlignés en jaune fluo. C'est très simple, Ophélie a-t-il dit, sa voix retrouvant ce calme autoritaire qu'il utilisait pour terroriser ses employés. Tu as 2 options. Option A, tu signes ce contrat de mise à disposition. Tu cèdes l'usufruit de ton appartement à Capucine pour une durée de 3 ans, renouvelable. Tu gardes la nue propriété, bien sûr, nous ne sommes pas des voleurs. Mais Capucine y vit, gratuitement. En échange, tu restes bénéficiaire du trust. Tu sais ce que cela représente. À ma mort et à celle de ta mère, ce trust vaudra environ 5 millions d'euros. C'est ta sécurité. C'est ta retraite. Il a fait une pause, laissant le chiffre flotter dans l'air. 5 millions. Il pensait que c'était le prix de ma dignité. Option B, a-t-il continué, son regard se durcissant. Tu refuses. Tu gardes ton précieux appartement. Mais je contacte Maître Vasseur dès demain matin. J'active la clause de conduite préjudiciable à la famille. Je te retire du trust. Tu n'auras plus rien. Pas un centime. Tu seras seul, avec tes plantes et ton crédit bancaire que tu as sûrement du mal à rembourser. Capucine a ricané. Elle jouait avec sa fourchette, l'air triomphant. Allez, Ophélie. Ne sois pas stupide. 5 millions contre un appart? Le calcul est vite fait. Et puis, soyons honnêtes, tu n'as pas les moyens d'entretenir ce loft. Je te rends service en l'occupant. Ma mère a posé sa main sur mon bras. Sa peau était froide. Fais-le pour nous, ma chérie. Fais-le pour la paix. Ton père ne plaisante pas. Il a le droit de le faire. Il est le trustee, le gestionnaire. Il a tous les pouvoirs. J'ai regardé ma mère. Dans ses yeux, je n'ai vu aucune protection. Juste de la lâcheté. Elle savait que c'était injuste. Elle savait que c'était du vol qualifié. Mais elle avait plus peur de contrarier mon père que de sacrifier sa fille aînée. Elle était complice. J'ai pris le contrat option A. Je l'ai lu. C'était pire que ce que j'imaginais. Il y avait une clause stipulant que je devais laisser les meubles. Pour ne pas perturber Capucine. Il voulait tout. Mon canapé en velours vert, ma bibliothèque sur mesure, mes tableaux. Il voulait ma vie, clé en main. Tu as des dettes, n'est-ce pas? A insisté mon père, voyant mon silence. Je sais que ton petit cabinet d'architecture ne roule pas sur l'or.
Tu as besoin de ce filet de sécurité. Signe, et on oublie cette conversation désagréable. On pourra passer au dessert. Il se trompait sur toute la ligne. Il ne savait rien de moi. Il ne savait pas que mon petit cabinet venait de signer un contrat pluriannuel avec la métropole de Lyon. Il ne savait pas que j'avais remboursé mon prêt par anticipation le mois dernier grâce à une prime de réussite. Il projetait ses propres peurs financières sur moi. Mais surtout, il ne comprenait pas une chose fondamentale: l'argent ne vaut rien si on doit vendre son âme pour l'obtenir. J'ai senti une étrange sérénité m'envahir. C'était le calme après la tempête. Pendant 33 ans, j'avais couru après une carotte qu'il tenait au bout d'un bâton. Sois sage et on t'aimera. Sois docile et on t'aidera. Aujourd'hui, le bâton s'était transformé en arme et la carotte était pourrie. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leurs 5 millions. Je n'avais pas besoin de leur héritage empoisonné. Si le prix à payer était de voir Capucine détruire mon sanctuaire et de voir mon père sourire de satisfaction en m'écrasant, alors le prix était trop élevé. J'ai reposé le papier sur la table. C'est tout, ai-je demandé doucement. C'est tout, a répondu Aymeric, confiant. Alors, le stylo est là. Le silence dans la pièce était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis persan. Capucine avait arrêté de manger, un sourire narquois figé sur les lèvres, attendant ma capitulation. Mon père avait déjà sorti son stylo Man Blank, prêt à me le tendre comme on tend une arme à un vaincu pour qu'il signe sa reddition. J'ai pris mon verre de vin. Un Bordeaux hors de prix que mon père gardait pour les grandes occasions. J'ai bu une gorgée, lentement, savourant l'ironie du moment. C'était la dernière chose qu'il me donnerait jamais. J'ai reposé le verre. J'ai croisé le regard de mon père. Je n'ai pas cligné des yeux. D'accord, ai-je dit. Le visage de mon père s'est illuminé d'un triomphe arrogant. Ah. Je savais que tu retrouverais la raison. C'est une sage décision, Ophélie. Tu vois quand tu veux. Il a poussé le contrat vers moi. Signe là, en bas à droite. J'ai souri. Un sourire triste, mais libéré. Non, papa. Tu n'as pas compris. J'ai repoussé le contrat vers lui, doucement, du bout des doigts. J'ai dit d'accord pour l'option B. Le temps s'est arrêté. Le sourire de mon père s'est figé, se transformant en une grimace de confusion. Quoi? Je choisis l'option B, ai-je répété, ma voix gagnant en assurance à chaque syllabe. Je ne céderai pas mon appartement. Jamais. C'est chez moi. Alors, vas-y, retire-moi du trust. Garde tes 5 millions. Garde ton argent, tes chantages, tes conditions. Je ne veux plus rien. Capucine a laissé tomber sa fourchette. Tu es dingue? Tu vas renoncer à des millions pour un appartement? Je me suis tournée vers elle. Pour la première fois de ma vie, je l'ai regardée non pas comme ma petite sœur, mais comme l'étrangère toxique qu'elle était. Ce n'est pas pour un appartement, Capucine. C'est pour ma dignité. Un mot que tu ne connais pas, car tu n'as jamais rien payé toi-même. Mon père s'est levé, renversant sa chaise. Son visage était devenu cramoisi, une veine pulsait dangereusement sur sa tempe. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui dise non. Il n'était pas programmé pour la résistance. Tu bluffes, a-t-il hurlé, postillonnant de rage. Tu sors d'ici, et c'est fini. Je t'efface. Tu n'es plus ma fille. Si être ta fille signifie être ton paillasson, alors je démissionne, ai-je répondu, me levant à mon tour. Mes jambes ne tremblaient plus. Je me sentais légère. Incroyablement légère. J'ai vu la panique dans les yeux de ma mère. Elle réalisait que le script ne se déroulait pas comme prévu. Ophélie, attends. Ne dis pas de bêtises. Aymeric, calme-toi. Elle a fait son choix, a coupé mon père. Dehors. Sors de ma maison. Et ne pense même pas à revenir ramper quand tu seras fauché. J'ai pris mon sac à main. J'ai regardé le sac de luxe que j'avais offert à Capucine, qui gisait toujours par terre. Je me suis baissée, je l'ai ramassé. Je reprends ça, ai-je dit calmement. Puisque c'est la collection de l'année dernière, tu ne le regretteras pas. Je me suis dirigée vers la porte. Chaque pas était une victoire. Tu vas le regretter, Ophélie,
a crié Capucine derrière moi, sa voix montant dans les aigus. Tu vas finir seule et pauvre. Je me suis arrêtée sur le seuil du salon. Je me suis retournée une dernière fois. J'ai gravé cette image dans ma mémoire, mon père rouge de colère, ma mère pleurant silencieusement dans sa serviette et ma sœur, le visage déformé par la haine et la cupidité. C'était ma famille. Et je venais de m'en amputer pour survivre. Adieu, ai-je dit. Et j'ai fermé la porte. Pas en la claquant. Juste un clic ferme et définitif. Le son d'une page qui se tourne. Dès que je suis sortie, l'air froid et humide de l'extérieur m'a frappé au visage. C'était vivifiant. J'ai marché jusqu'à ma voiture sous la pluie battante sans même ouvrir mon parapluie. Je voulais sentir l'eau. Je voulais me sentir vivante. Je suis montée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières, et là, seulement là, j'ai laissé échapper un cri. Pas un cri de tristesse, mais un cri primal de libération. J'ai tapé sur le volant, riant et pleurant en même temps. Je l'avais fait. J'avais dit non. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté la propriété sans un regard en arrière dans le rétroviseur. Je savais que si je regardais, je pourrais voir la silhouette de ma mère à la fenêtre, et je pourrais faiblir. Je devais avancer. Le trajet de retour vers Lyon a été flou. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le siège passager. Papa s'affichait sur l'écran, puis maman, puis Capucine. Des appels, des messages. Je n'ai pas regardé. Arrivé à la première aire d'autoroute, je me suis garée. J'ai pris mon téléphone. J'ai bloqué leur numéro. Un par un. Bloqué Emeric. Bloqué Brune. Bloqué Capucine. Bloqué le téléphone fixe de la villa. Silence. Enfin. Je suis arrivée à Lyon à la tombée de la nuit. En entrant dans mon loft, l'odeur familière de bois de cèdre et de mes plantes m'a accueillie. C'était mon chez-moi. Ils avaient voulu me le prendre, mais il était toujours là. J'ai caressé le mur de briques en entrant. Je ne te laisserai jamais, ai-je murmuré à mon appartement. Mais l'adrénaline commençait à retomber, remplacée par une paranoïa glaciale. Mon père était un homme vindicatif. Il n'allait pas en rester là. Il allait essayer de me faire mal. Il avait les clés de mon appartement, un double que j'avais laissé à ma mère en cas d'urgence. Quelle idiotie! J'ai immédiatement appelé un serrurier d'urgence. C'était dimanche soir, ça allait me coûter une fortune, mais je m'en fichais. 1 heure plus tard, un homme robuste changeait mon cylindre pour un modèle haute sécurité. Pendant qu'il travaillait, j'ai commencé à rassembler mes documents importants. Acte de propriété, passeport, diplôme, disque dur externe contenant mes projets d'architecture. Si mon père décidait de jouer sale, je devais être prête à tout. J'ai même sorti les vieux albums photos que j'avais. J'ai hésité à les jeter, puis je les ai mis dans une boîte au fond d'un placard. On ne jette pas le passé, on le range. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon lit. J'ai dormi sur le canapé, une batte de baseball, que j'avais gardée d'un ex-petit ami sportif, à portée de main. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Je savais que j'avais gagné la bataille morale, mais je craignais la guerre juridique qui allait suivre. Je m'imaginais mon père dans son bureau, un verre de whisky à la main, rédigeant ce fameux mail à l'avocat pour me déshériter. Je l'imaginais savourant sa vengeance. Elle verra ce qu'il en coûte de défier Emeric, devait-il penser. Je me suis endormie vers 4 heures du matin, épuisée, en serrant mon oreiller. Je ne savais pas que pendant que je dormais, le destin, ou plutôt la prévoyance de mon grand-père Stanislas, était en train de préparer le plus grand retournement de situation de l'histoire de notre famille. Mon père pensait appuyer sur la gâchette pour m'abattre, mais il ne savait pas qu'il tenait l'arme à l'envers. Lundi matin. 8h30, mon réveil n'a pas sonné, mais le téléphone fixe de mon bureau à domicile, oui. C'était une ligne professionnelle que ma famille ne connaissait pas ou n'utilisait jamais. J'ai décroché, la voix encore pâteuse, le cœur battant à tout rompre. Allô? Bonjour, c'est Maître Cyprien Vasseur. J'ai failli lâcher le combiné. Maître Vasseur. L'avocat de la famille. L'homme de confiance de mon père. L'exécuteur des basses-œuvres. Je me suis raidie, prête à entendre la sentence. Vous êtes déshérité, vous êtes poursuivi, rendez les clés. Maître, ai-je répondu froidement.
Si vous appelez pour confirmer que mon père m'a retiré du trust, vous pouvez économiser votre salive. Je suis au courant. J'ai accepté, Ariane, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, j'ai entendu quelque chose d'inattendu. Une respiration tremblante. Maître Vasseur, cet homme de 65 ans, toujours stoïque, semblait ému. Mademoiselle Ophélie. Ophélie, a-t-il dit, sa voix perdant son ton professionnel habituel pour devenir presque urgente. Je ne vous appelle pas pour vous signifier votre exclusion. Je vous appelle parce que, mon Dieu, votre père a fait quelque chose d'irréparable hier soir. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu la maison? Il a porté plainte contre moi? Non. Pire. Pour lui. Vasseur a pris une grande inspiration. Hier soir, à 23h45, j'ai reçu un email formel de votre père. Il me donnait l'instruction de vous retirer de la liste des bénéficiaires du trust. Dans cet email, il a écrit, je cite, « Puisqu'Ophélie refuse de mettre son bien immobilier personnel à la disposition de sa sœur comme exigé par la famille, elle ne mérite plus de faire partie de ce trust pour... » Et alors, ai-je demandé, confuse. C'est ce qu'il avait menacé de faire. Ophélie, écoutez-moi bien. Votre grand-père, Stanislas, était un homme visionnaire. Il connaissait la nature de votre père mieux que quiconque. Il craignait qu'Émeric n'utilise l'argent comme une arme contre ses propres enfants. C'est pourquoi, lors de la création du trust il y a 30 ans, il a fait inclure une clause secrète. La clause 14C. La clause 14C, c'est une clause de protection contre la coercition, a expliqué l'avocat, parlant de plus en plus vite. Elle stipule explicitement que, si le trustee, le gestionnaire, donc votre père, utilise sa position et le pouvoir financier du trust pour tenter d'extorquer, de faire chanter, ou de forcer un bénéficiaire à céder ses biens personnels sous la menace d'exclusion, le trustee est immédiatement et automatiquement déchu de tous ses droits de gestion pour. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assise par terre. Vous voulez dire? Je veux dire qu'en envoyant cet email, en écrivant noir sur blanc qu'il vous punissait parce que vous refusiez de donner votre appartement, votre père a avoué avoir violé la clause 14C. Il s'est tiré une balle dans le pied, Ophélie. Il a fourni la preuve irréfutable de sa propre faute. Un rire hystérique a commencé à monter dans ma gorge. C'était trop beau. C'était impossible. Quelles sont les conséquences, maître? Les conséquences sont immédiates, a dit Vasseur, et j'ai cru entendre un sourire dans sa voix. Selon les statuts, en cas de déchéance du trustee principal, la gestion du trust revient automatiquement au bénéficiaire majeur le plus âgé. C'est-à-dire, vous. Le monde a cessé de tourner. Moi. Vous, Ophélie. Depuis ce matin, 9h, heure à laquelle j'ai enregistré l'acte, votre père n'a plus aucun pouvoir. Il ne contrôle plus les comptes. Il ne contrôle plus les propriétés, y compris la villa d'Annecy. Il ne contrôle plus les rentes mensuelles versées à votre mère et à Capucine. C'est vous. Vous êtes la nouvelle trustee. J'ai regardé mes mains. Ces mains de jardinière, ces mains qu'il méprisait. Elles tenaient maintenant le destin de toute la famille. Est-ce qu'ils le savent? Ai-je chuchoté. Je viens d'envoyer la notification officielle à votre père par coursier et par email. Il doit la recevoir, maintenant. Au moment précis où il prononçait ces mots, mon téléphone portable, que j'avais laissé sur le bureau, s'est allumé. Bien que j'ai bloqué les appels, les notifications de messages vocaux s'affichaient. 1. 2. 10, puis un SMS d'un numéro inconnu, probablement le téléphone de la gouvernante, Yvette. Le message disait simplement « Owen peut parler ?» C'était mon père. Il ne criait plus. Il ne menaçait plus. Il demandait. Le rapport de force venait de s'inverser avec une violence inouïe. Le tyran était à genoux. Et moi, l'exilé, je tenais l'épée. Maître, ai-je dit, ma voix redevenant calme, froide, celle d'une femme d'affaires. Ne faites rien pour l'instant. Laissez-les mariner. Je viendrai à votre cabinet demain. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre de mon loft. La pluie avait cessé. Le soleil perçait à travers les nuages sur Lyon. La chasse était finie. Le prédateur était devenu la proie.
Le reste de la journée de lundi a été une étude fascinante de la nature humaine, observée à travers le prisme d'un écran de smartphone. Après mon appel avec Maître Vasseur, je n'ai pas débloqué leur numéro. Je n'étais pas prête à entendre leur voix. Pas encore. Mais j'ai fait quelque chose d'autre, je me suis connectée au portail bancaire du Trust. En tant que nouvelle trustee désignée, Maître Vasseur m'avait envoyé les codes d'accès provisoires. En quelques clics, j'ai eu sous les yeux la radiographie financière de ma famille. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement une question d'héritage. C'était une hémorragie. Mon père, ce grand gestionnaire qui me faisait la leçon sur mes petits projets, avait puisé dans les réserves de liquidités à un rythme effréné. Des retraits de 5 000 € au casino d'Évian. Des factures d'hôtels de luxe à Paris pour des voyages d'affaires qui coïncidaient étrangement avec les week-ends où ma mère restait seule à Annecy. Et Capucine, la carte de crédit Platinum reliée au compte du Trust était une litanie de dépenses absurdes. Uber Eats, Sephora, Balenciaga, cliniques esthétiques. Ils vivaient comme des rois sur le cadavre de la fortune de mon grand-père. Et ils voulaient mon appartement non pas parce qu'ils en avaient besoin pour loger Capucine, mais parce qu'ils étaient à court de liquidités pour lui payer un loyer ailleurs. Mon appartement était la seule ressource gratuite disponible. Soudain, une notification a clignoté sur l'application bancaire. Une tentative de transaction. Carte, Capucine, Platinum montant, 450 € commerçant, SPA et Wellness Annecy statut, en attente des validations trustee. J'ai regardé l'écran. Je pouvais presque voir Capucine à la réception du spa, en peignoir blanc, tendant sa carte avec son arrogance habituelle, s'attendant à ce que ça passe comme d'habitude. Elle voulait se faire masser pour se remettre du traumatisme que je lui avais infligé la veille. Mon doigt a plané sur le bouton refuser. J'ai appuyé. Statut. Rejeté. 2 minutes plus tard, une nouvelle tentative. 450 €. Rejeté. Une troisième tentative. 100 €, probablement juste pour les produits. Rejeté. Puis, le silence numérique a été rompu. Même si j'avais bloqué leurs appels, ils ont trouvé d'autres moyens. Des emails. Des notifications sur LinkedIn. Des DM sur Instagram. Le premier email était de ma mère, Brune. L'objet était « Urgent, erreur bancaire ?» Le contenu était pathétique. « Ophélie, ma chérie, je sais que tu es fâchée, mais il se passe quelque chose de grave. La carte de ta sœur ne marche pas, papa n'arrive pas à accéder au compte pour faire le virement du jardinier. L'avocat ne répond pas à papa. S'il te plaît, rappelle-nous. On ne t'en veut pas pour hier. On peut discuter pour l'appartement. Bisous, maman. On ne t'en veut pas. La phrase m'a fait rire aux éclats, seule dans mon salon. Il ne m'en voulait pas? C'était le monde à l'envers. Ils pensaient encore qu'ils étaient en position de pardonner. 1 heure plus tard, le ton a changé. Capucine m'a envoyé un message via un faux compte Instagram qu'elle avait créé pour m'espionner. Tu te prends pour qui? Débloque ma carte tout de suite. Tu n'as pas le droit de me voler mon argent. Papa va te tuer. Il commençait à comprendre. La panique s'installait. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un siège. Et pour la première fois de leur vie, ils étaient du mauvais côté des remparts. J'ai passé la soirée à analyser les comptes. J'ai découvert des dettes cachées. J'ai découvert que la villa d'Annecy était hypothéquée en partie pour couvrir des investissements foireux de mon père dans des crypto-monnaies. Mon père n'était pas seulement un tyran, c'était un incompétent. Vers 22 h, j'ai reçu un email de Maître Vasseur. Mademoiselle, votre père est dans mon bureau. Il refuse de partir. Il exige de vous voir demain matin à 10 h pour, je cite, rétablir l'ordre naturel. Je lui ai signifié que vous étiez désormais la seule décisionnaire. Il est diminué. Je vous conseille de venir accompagné d'un service de sécurité si vous le souhaitez. J'ai répondu, je serai là. Seul. Je n'ai pas besoin de garde du corps pour affronter un fantôme. J'ai éteint mon ordinateur. Je suis sorti sur mon balcon. L'air de Lyon était frais. En bas, la Saône coulait, imperturbable. J'ai pensé à la petite fille de 6 ans qui pleurait sa poupée cassée. J'ai pensé à l'étudiante fauchée. J'ai pensé à l'architecte qu'on avait humilié.
Dors bien, Ophélie, me suis-je dit. Demain, tu ne seras plus une victime. Demain, tu seras le juge. La nuit fut calme. La première nuit de ma nouvelle vie. Le cabinet de Maître Vasseur est situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement de Lyon. C'est un endroit qui respire le pouvoir, avec ses parquets qui craquent, ses hauts plafonds et cette odeur particulière de vieux papier et de cire d'abeille. Quand je suis entrée dans la salle de réunion, ils étaient déjà là. Aymeric, mon père, était assis au bout de la table. En 24 heures, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Son teint rougeau avait laissé place à une pâleur cireuse. Ses mains, habituellement si fermes, tremblaient légèrement sur la table en acajou. Brune, ma mère, était assise à côté de lui, recroquevillée sur sa chaise, triturant un mouchoir en dentelle. Elle n'osait pas lever les yeux. Capucine était debout près de la fenêtre, les bras croisés, tapant du pied nerveusement. Elle portait des lunettes noires, probablement pour cacher de vraies larmes cette fois. Maître Vasseur était assis au centre, tel un arbitre impartial. Il s'est levé quand je suis entrée. Mademoiselle Latrusti, a-t-il dit avec une déférence marquée. Ce titre a fait sursauter mon père comme s'il avait reçu une décharge électrique. Arrêtez avec ce cirque, Vasseur, a-t-il aboyé, mais sa voix manquait de mordant. C'est une erreur administrative. Ophélie, assieds-toi. On va régler ça. Tu vas signer la renonciation, je reprends les commandes et on oublie cette folie. Je me suis assise. Pas en face de lui, mais à la place que Maître Vasseur m'a indiquée, la place du chef, en tête de table, opposée à celle de mon père. J'ai posé mon dossier devant moi. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Capucine. Ne joue pas à la patronne avec moi, a sifflé Capucine. Rends-moi ma carte bleue. J'ai dû laisser ma montre en garantie au spa hier. C'est humiliant. Humiliant? J'ai ouvert le dossier. Parlons d'humiliation, Capucine. Parlons des 45 000 € que tu as dépensés l'année dernière en vêtements et voyages, alors que tu déclares 0 revenu aux impôts. C'est l'argent du trust. L'argent de grand-père. Il était destiné à l'éducation, à la santé, à l'investissement. Pas à tes caprices. C'est moi qui décide comment l'argent est dépensé, a crié mon père. Plus maintenant, ai-je répondu calmement. Maître Vasseur, pouvez-vous lire l'article 14C et ses conséquences juridiques une nouvelle fois pour que tout le monde comprenne? L'avocat s'est exécuté. Sa voix monotone égrenait les termes de la déchéance de mon père. Violation de devoir fiduciaire. Tentative d'extorsion. Abus de pouvoir. À chaque mot, mon père s'affaissait un peu plus. Il réalisait que ce n'était pas un bluff. La loi était contre lui. Tu ne peux pas nous faire ça, a pleurniché ma mère. On est ta famille. C'est précisément parce que vous êtes ma famille que je dois intervenir, ai-je dit. Vous êtes en train de couler ce navire. Papa, tu as perdu 200 000 € en paris sportifs et crypto-monnaies ces 2 dernières années. La villa est menacée de saisie si les traites ne sont pas régularisées. Vous alliez tout perdre. Et vous vouliez mon appartement pour cacher votre faillite. Le silence est retombé. La vérité, nue et crue, était sur la table. Voici comment cela va se passer désormais, ai-je annoncé, sortant 3 feuilles de papier. Premièrement, Capucine. Elle s'est raidie. Tu as 28 ans. Tu es en bonne santé. À partir d'aujourd'hui, ton allocation mensuelle est supprimée. 0. Je débloque 2 000 € pour t'aider à payer une caution pour un studio, un vrai studio, pas un palace. Ensuite, tu te débrouilles. Tu trouves un travail. Quoi? Mais je ne sais rien faire, a-t-elle hurlé. Alors tu apprendras. Comme tout le monde. Deuxièmement, papa et maman. J'ai tourné mon regard vers eux. Vous gardez l'usage de la villa, car je ne suis pas cruelle et je ne veux pas que vous soyez à la rue. Mais la propriété reste au nom du trust. Je vais nommer un gestionnaire financier indépendant pour apurer vos dettes. Vous recevrez une rente mensuelle fixe pour vivre, calculée sur la base du coût de la vie moyen, pas de votre train de vie de luxe. Plus de casino, plus d'hôtel 5 étoiles. Tu nous mets sous tutelle, a murmuré mon père, horrifié. Comme des enfants? Non, papa. Comme des adultes irresponsables qui ont besoin de limites.
Tu as essayé de me contrôler avec l'argent toute ma vie. Maintenant, c'est l'argent qui te contrôle. J'ai refermé le dossier. Je me suis levé. C'est à prendre ou à laisser. Si vous contestez, je coupe tout et on va au procès. Avec les preuves que j'ai, ton email de chantage, papa, je gagnerai, et vous finirez ruiné et publiquement humilié. Mon père m'a regardé avec une haine pure, mais derrière la haine, il y avait de la peur. Il savait que j'avais raison. Il savait qu'il avait perdu. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Capucine était en état de choc, la bouche ouverte, réalisant que sa vie de princesse venait de s'achever. La réunion est terminée, ai-je dit. Maître Vasseur va vous faire signer les papiers. Je suis sorti du bureau sans attendre leur réponse. Dans le couloir, j'ai croisé mon reflet dans une vitre. Je ne ressemblais plus à la fille anxieuse qui conduisait sous la pluie dimanche dernier. Je ressemblais à mon grand-père Stanislas. Droite. Juste. Et libre. Les mois qui ont suivi ont été d'une douceur étrange. On pourrait croire que la vengeance a un goût amer, mais dans mon cas, elle avait le goût du thé vert que je buvais chaque matin sur ma terrasse, sans que personne ne vienne me dire que je le préparais mal. La réalité a frappé ma famille de plein fouet, et la réalité est une maîtresse bien plus cruelle que je ne pourrais jamais l'être. Capucine a été la plus durement touchée. Privée de sa carte Platinum et de l'accès au compte de papa, elle a dû faire face à l'impossible, le monde réel. Elle a d'abord essayé de vendre ses sacs à main sur Vinted. J'ai vu ces annonces passer, sac de luxe, jamais porté, cadeau d'une sœur jalouse. Ça m'a fait sourire. 3 mois après la confrontation, j'ai appris par une connaissance commune qu'elle avait trouvé un travail. Pas mannequin, pas influenceuse. Elle travaille comme hôtesse d'accueil dans une chaîne d'hôtels budget. Elle porte un uniforme en polyester qu'elle doit détester, et elle doit sourire à des clients fatigués toute la journée. C'est cruel. Peut-être. Mais c'est la première fois de sa vie qu'elle est utile à la société. Mes parents, eux, ont sombré dans une sorte d'exil social. Sans les liquidités illimitées du trust, ils ne pouvaient plus organiser leur somptueuse réception au bord du lac. Les amis qui venaient boire leur champagne ont disparu dès que le champagne a été remplacé par du mousseux bon marché. Mon père ne sort plus beaucoup. La rumeur a couru dans Annecy qu'il avait perdu la tête de ses affaires. Son ego, qui était son moteur, est brisé. Il m'envoie parfois des lettres, pas des emails, des lettres manuscrites où il alterne entre les reproches « tu as volé mon honneur » et les demandes pathétiques d'augmentation de sa rente, le prix du chauffage a augmenté, soit raisonnable. Je les classe dans un dossier lu, et je ne réponds pas. Quant à moi, j'ai gardé mon appartement. Mon loft à Confluence est plus beau que jamais. J'ai racheté le canapé en velours vert que je voulais, sans avoir à demander la permission à personne. Mais le changement le plus important n'est pas matériel. C'est physique. Mes migraines ont disparu. Ce nœud constant que j'avais à l'estomac depuis l'enfance s'est dénoué. J'ai aussi renoué avec l'oncle Stanislas, le frère de mon grand-père. Il m'a invité à déjeuner peu après l'affaire. Il a 80 ans, l'œil vif et malicieux. Tu as fait ce qu'il fallait, petite, m'a-t-il dit en coupant son steak. Ton père a toujours été un faible déguisé en tyran. Ton grand-père savait que ce jour arriverait. Il t'a laissé les clés du royaume non pas parce que tu es l'aîné, mais parce que tu es la seule qui a eu le courage de dire non. Ces mots ont été la validation que j'avais attendue toute ma vie. Pas celle de mes parents, mais celle de la lignée, de l'histoire. J'avais protégé l'héritage, non pas en le dilapidant, mais en le sauvant des parasites qui le grignotaient. Je n'ai pas revu Capucine. Je sais qu'elle me déteste. Elle raconte à qui veut l'entendre que je suis une sorcière qui a volé son héritage. Laissez-la parler. Ces histoires ne paient pas son loyer. Son travail le fait. Au fond, je lui ai rendu le plus grand service de sa vie, je l'ai forcé à grandir. Aujourd'hui, il pleut sur Lyon, exactement comme le jour où je suis partie pour ce déjeuner maudit. Mais cette fois, la pluie ne me rend pas triste. Elle nourrit les plantes de ma terrasse. Je suis assise dans mon fauteuil préféré, celui qu'il voulait que je laisse à ma sœur. Je regarde la ville s'étendre sous mes pieds. J'ai tout, ma carrière, ma maison, ma sécurité financière et surtout, ma paix. Certains diront que j'ai été dure. Qu'on ne traite pas sa famille comme ça. Qu'on doit pardonner, tendre l'autre joue. À cela, je dis, le pardon ne signifie pas l'acceptation de l'abus.
On peut pardonner à distance, tout en gardant les portes fermées à double tour. J'ai pardonné à mes parents d'être faibles et toxiques. Je leur pardonne parce que je n'attends plus rien d'eux. Ils ne peuvent plus me blesser car ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Ni émotionnel, ni financier. La famille n'est pas un droit divin. C'est un privilège qui se mérite par le respect et l'amour. Quand le sang devient un poison, il faut poser un garrot et couper le membre infecté pour sauver le reste du corps. C'est ce que j'ai fait. J'ai amputé ma famille pour sauver ma vie. Et vous savez quoi? Je ne ressens aucun membre fantôme. Je me sens juste entière. C'est ici que mon histoire se termine, du moins ce chapitre. Je continuerai à gérer le trust avec justice et rigueur. Peut-être qu'un jour, dans 10 ou 20 ans, si Capucine montre qu'elle a vraiment changé, je rétablirai une partie de ses droits. Mais ce sera ma décision, prise sans menace, sans chantage, sans ultimatum. D'ici là, je vais continuer à construire des jardins, à créer de la beauté, et à vivre dans cet appartement qui est bien plus que des briques et du mortier. C'est mon trophée. C'est ma liberté. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je sais qu'elle était longue et chargée en émotions, mais il fallait que la vérité soit dite. Maintenant, j'ai une dernière question pour vous, et je veux que vous soyez 100% honnête. À ma place, auriez-vous rendu l'argent à vos parents une fois la leçon apprise? Ou auriez-vous maintenu les sanctions comme je l'ai fait? Pensez-vous que je suis une héroïne ou une méchante? Laissez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de débattre avec vous. Et si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu des conflits familiaux injustes, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de karma. Votre soutien est ma plus belle récompense. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, votre dignité n'est pas à vendre, peu importe le prix. Угу. Надо убирать. До 10:30. Сейчас 9. Час 10 остался. Да. Да, это я сюда заеду, а ты выйди. Ты? Ладно. Ну, я обойду просто. Пять. Давай разъебит. Все. Еще раз. Че? Да ототрем. Чуть пособраннее ноги, вот та же поза, которая была, да, только пособраннее ноги, не так вширь. Ну ноги у меня длинные, а эти коротенькие, ёбаные. У нее тоже длинные. Стой.
Бля, это шуба. Ближе. Ближе. Что это? Тогда буду резать ноги. Посмотри, референс, сука, заебал! Эй. Глеб, дай референс, покажи. Дай мне телефон. Тащи. Дай телефон. Начал за здравие, закончил за упокой. Так ты раскинул свою, блядь, рогатку Когда хер она была знает куда. раскинута, было хорошо. Да такое. Ого. Вот, в начале. Вот кадр есть. Все, значит, есть. Охереть. Глеб, я тебе дудку не давал? Дудку не давал? Мою? Мою. Мгм. Вообще. Ну, врезано будет плохо. Да, ну так. А ты мне потом сказал, что ты чё, обрезал? Ой-ой-ой. Давай, дальше. Ну вот это сейчас еще раз. О. Угу. Я не думаю, что Оксана хочет с Ребята, улыбкой фотки. ребята. Ой, бля. Надо было трансляцию сразу на Оле делать. Очень красиво. Стой, дай, я его руки. Глеб, Так сними это будем видос. делать. Ладно, окей. А? Немаджик пишет, сними видос на канал, затравочку перед фотками. Я не понял. Я понял. Давай видос сделаю. Да. За травочку чисто. М? Да не, можно шубу. Не, за травочку я могу в зеркале сделать. Протри камеру. Протри камеру, да, а ты не снимай. Глеб, Сейчас затравочка пойдет. волыну доставай. Бля. Не, Чё ну дай я смазать? хотя бы тебя поснимаю, не двигайся, пожалуйста. Что страшного?